Elisabeth von Herbourg, vous êtes une romancière de science-fiction, nouvelliste. Vous êtes née en France? Je suis née en France il y a de nombreuses années et j'ai déménagé au Québec à 26 ans. Ça marche. J'ai déménagé au Québec à 26 ans en 1973, donc vous ferez le calcul. Et j'y suis restée parce que j'aime l'hiver et parce que les possibilités en tout semblaient infiniment plus ouvertes qu'en France en 1973. Vous avez fait des études littéraires en France, je crois? Je suis allée jusqu'à l'agrégation en France. J'ai enseigné 1 an au secondaire et alors ensuite nous nous sommes enfuis, mon mari de l'époque et moi, pour aller au Québec, dans une région éloignée, pas à Montréal, pas à Québec, mais au Saguenay, qui est à 500 km au nord-ouest de Montréal, donc loin. Et vous avez enseigné d'abord la littérature? J'ai enseigné exclusivement la littérature, classique et moderne, la littérature en général, à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'étais chargée de cours et pendant que j'y étais, j'en ai profité dans les années 80 pour obtenir un doctorat en création littéraire parce qu'il venait d'ouvrir un nouveau programme à l'Université Laval où il y avait une porte d'en arrière, je ne sais plus comment on traduit loophole, même si je suis traductrice, mais là, il ne faut pas trop m'en demander. On pouvait faire le doctorat en création littéraire, comme toute universitaire le sait bien, il faut une théorie et une pratique. Et normalement, vous faites d'abord la théorie et ensuite vous faites la pratique. Non. Mais bon, c'est comme ça qu'ils le voient. Mais il y avait une possibilité de biaiser le truc parce qu'on pouvait faire le doctorat, la partie théorique sur sa propre œuvre. Or, à cette époque-là, en 86-87, j'avais déjà publié Le silence de la cité, en 81 chez De Noël, qui avait obtenu tout un tas de prix. Heureusement, je m'en suis remise, parce qu'avoir des tas de prix pour son premier bouquin, en général, c'est pas forcément une bonne idée. Mais de toute façon, j'écrivais depuis que j'avais 15 ans. Donc, c'est pas ça qui allait m'arrêter d'écrire. Et donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur à la fois Le silence de la cité, puis tout le reste, tout ce qui n'était pas publié, des choses qui étaient en train d'être écrites, qui avaient été écrites mais qui n'étaient pas publiées, comme Tyranel par exemple. J'ai écrit aussi tout un tas de nouvelles entre 78 et 87. Je l'ai fait sur ces nouvelles. Je l'ai fait sur des textes complètement inventés, c'est-à-dire que j'ai fait une espèce de thèse fiction où une voyageuse venue d'un autre univers venait faire sa thèse de maîtrise sur une obscure écrivaine de science-fiction disparue dans les troubles de Montréal en 1990. Même la bibliographie était à moitié fictive. Alors, les jurés ont bien rigolé, ils m'ont donné le doctorat. Voilà. Ce qui m'a permis de me retrouver chômeuse avec un gros beau diplôme comme tout le monde. Mais c'était pas pour le diplôme, c'était pour la bourse de doctorat que j'ai eue pendant 3 ans. Voilà. Alors j'ai donc toutes les peaux d'âne nécessaires pour me croire une spécialiste, ce que je ne me crois pas du tout. Je suis juste quelqu'un qui écrit depuis très longtemps et qui a eu la chance de pouvoir réfléchir au processus, ou du moins qui a la chance d'avoir la tournure d'esprit qui pousse à réfléchir au processus. Il y a des auteurs que réfléchir au processus paralyse totalement. Pour eux, il faut trouver une autre méthode d'approche. Comme j'ai commencé à animer des ateliers d'écriture de genre dès la fin des années 70, j'ai commencé le premier en 79 en même temps que le premier congrès québécois de science-fiction que j'avais organisé. On apprend tellement de choses quand on enseigne aux autres, enfin quand on accompagne les autres. Alors j'ai donc appris beaucoup de choses. Et à un moment donné, un ami qui était professeur dans un collège étant l'étape après le secondaire et avant l'université, ou quelquefois qui remplace l'université, c'est 3 ans.
et qui avait une petite maison d'édition, voit les articles que j'avais publiés dans Solaris, la revue de science-fiction et fantastique québécoise. Il me dit, tu crois pas, c'était sur mes ateliers, j'avais fait une série de 5 ou 6 articles, tu pourrais pas faire un livre? Oh bah à l'époque, je me suis dit oui. J'en savais juste assez, juste pas assez pour penser que je pouvais faire un livre sur le sujet. Et j'ai donc entrepris de faire comment écrire des histoires. Que je n'écrirais sans doute... Je ne sais pas si je serais capable de l'écrire aujourd'hui. Parce que j'ai tellement conscience des nuances et des oui mais, et des non mais, que même le peu de choses que j'érige en... Il faut quand même savoir ça. Je suis même pas sûre que je serais capable de l'affirmer maintenant. Mais bon, à l'époque, je l'ai fait, c'est fait, ça sert. Je me suis battue avec l'éditeur pour avoir une couverture qui ne soit pas une couverture de manuel. Et voilà. Et il a été réédité, je pense, 6 fois. Donc j'ai dû faire quelque chose de correct quelque part. Longue réponse à une courte question. Ça, c'est ma marque de fabrique. Je vous le dis tout de suite. C'est parfait. Vous avez une formation donc théorique, vous avez parallèlement votre formation d'autodidacte, de romancière, de novelliste, et vous êtes mis à animer des ateliers. La question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on peut enseigner l'art, est-ce qu'on peut enseigner la littérature ou la narration? Est-ce que vous poseriez la question à un peintre, un danseur, un sculpteur? Il faut connaître son matériau, il faut connaître ses outils. C'est la même chose pour l'écriture. Notre matériau, ce sont les mots, la grammaire, la ponctuation. Et c'est nous, comme pour n'importe quel artiste. Alors, enseigner, sans doute pas de façon rigide. Il n'y a pas des règles pour écrire. Il y a des règles pour écrire correctement avec la grammaire et tout ça. Mais à part ça, même ces règles-là peuvent être... on peut les faire exploser aussi. Le problème, ce que je dis toujours, c'est à ceux qui disent « Oui, mais je veux faire exploser le carcan rigide de blablabla ». Oui, bon, bah d'accord, mais connaissez-le, le carcan. Sachez où placer les charges explosives avant de vouloir faire exploser, là. Et donc, il faut connaître. Il faut avoir lu. Il faut continuer à lire. Il faut avoir lu beaucoup. Après avoir lu beaucoup, on peut se permettre de slacker un peu, enfin de ralentir un peu. Moi, après plus de 60 ans de lecture, là, je commence à ralentir, là. Que ce soit dans les genres ou dans la littérature générale, dite générale. Mais il faut avoir lu beaucoup. Et il y a aussi un élément qui peut-être... distingue les gens qui deviendront des écrivains de ceux qui écriront sans forcément devenir des écrivains et dont la relation privilégiée à l'écriture est tout aussi légitime, simplement ils ne publieront pas forcément. C'est qu'à un moment donné, quand on lit, on ne lit plus simplement pour le frisson ou pour savoir comment ça va finir. Il y a des moments où on s'arrête en pleine lecture et on se dit « Mais comment il fait ça ? Comment est-ce qu'on fait ça pour que ça me fasse cet effet-là » Alors, c'est pas forcément la première lecture, mais quelquefois on relit. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence. C'est qu'à un moment donné, on s'interroge sur le contenant au lieu d'être fasciné par le contenu. Les deux sont irrémédiablement liés. Il ne s'agit pas de faire 2 petites boîtes. Non, c'est un grand foutoir, mais... Il y a un moment où on se pose cette question-là, et je pense qu'à partir de cette question-là, on commence à peut-être pouvoir devenir quelqu'un qui écrit. Alors enseigner, tout à l'heure on en parlait un peu, et je l'ai dit, je préfère le mot accompagner, parce que la relation enseignant-enseigné a tendance à déraper en gourou et gourouté, dominant-dominé, et c'est pas forcément la bonne position parce qu'il y a très très peu de vérité absolue dans l'enseignement de l'art, enfin dans l'apprentissage.
Oui, l'apprentissage, ce serait mieux parce que c'est à la fois celui qui apprend et l'apprenti. Alors l'apprentissage de l'art, il n'y a pas vraiment de vérité absolue. Ça dépend des époques, ça dépend des personnes. Mais c'est comme un petit peu le jeu d'échecs. Il y a des pièces, il y a des règles pour déplacer les pièces. C'est très minimal. Mais au moins, celles-là, oui, on peut les apprendre. Quelles sont les règles qui vous paraissent fondamentales pour un apprenti? En gros, ce sont celles que j'ai essayé d'explorer dans le bouquin, c'est-à-dire les structures narratives, dont les narrateurs font partie, le temps du récit et le temps de l'histoire, qu'est-ce que c'est qu'un récit, qu'est-ce que c'est qu'une histoire, l'organisation du récit, est-ce qu'on peut commencer par la fin? Oui, et ça suppose un certain nombre de conséquences avec lesquelles qu'il faut gérer, il faut apprendre à gérer. Donc c'est essentiellement apprendre à écrire, je crois que c'est apprendre à devenir la cause de ses effets. Quand on commence à écrire, c'est sublime. On fait des trucs, on ne sait pas ce qu'on fait, ça marche. Yeah. J'ai fait ça pendant des années. Et tout mon travail a été, finalement, d'écrivaine, a été de comprendre pourquoi ça marchait et de réussir à le faire délibérément. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on peut très bien comprendre, mais non, tant que le déclic ne s'est pas fait quelque part, je ne sais pas trop où, et je le vois très très bien avec mes participants, parce que il y en a plusieurs qui reviennent tous les ans. J'ai un atelier annuel long pour les plus professionnels, et je les vois se débattre par exemple avec le point de vue. Et alors tout d'un coup, je vois la petite lumière qui s'allume au-dessus de leur tête. Ah, j'ai compris, le narrateur aligné dans la peau, c'est comme si c'était en je, sauf que c'est en il. Oui. Bon, ce genre de choses. Donc, et ça leur prend, lui, ça lui avait pris quoi? Seulement 3 ans. Donc, et encore, il a des rechutes. Mais moi aussi, j'ai des rechutes, sapristi. Je me relis, je dis, oh, voilà beau. Bon, donc c'est ça. Ce sont ces choses-là, qui ne sont pas des règles, qui sont des structures à apprendre, des manières de se comporter vis-à-vis de l'histoire et du récit. J'aime bien éviter tout ce qui est règles, enseignement, il faut que, dans le domaine de l'écriture, parce qu'on s'enferme si facilement dans des carcans et on se coupe de tellement d'outils. Non, il faut écrire juste au présent. Non, il faut surtout pas écrire au présent. Il faut jamais écrire en jeu. Il faut toujours écrire en jeu. Mais non! Ça dépend de l'histoire, ça dépend de votre état d'esprit du moment. En général, l'histoire vous dicte la façon dont elle veut être racontée, c'est-à-dire dont votre désir intérieur veut la raconter. C'est ça. Une des clés que nous développons avec nos élèves, c'est leur faire comprendre qu'ils ne se racontent pas l'histoire à eux-mêmes, mais qu'ils la racontent, et que l'artisanat du romancier, c'est de la raconter à quelqu'un d'autre. Parce que des fois, on écrit, c'est bien, mais justement, il n'y a rien à lire, quoi. La première écriture, c'est celle où on se raconte à soi-même, et c'est indispensable. Si on ne se raconte pas l'histoire à soi-même, on ne peut pas la raconter à autrui. C'est le premier jet. Pour moi, c'est, dans la mesure où je n'écris pas au fil de la plume, j'écris avec des remue-ménages, en préparant beaucoup. C'est dans les remue-ménages que je me raconte l'histoire, que je me la fais jouer. Je la vois comme un espèce de cube de Rubik où chaque fois qu'on change une configuration, tout le reste se transforme. Et je le préfère comme ça ou comme ça. Et pourquoi? Et dans l'économie générale de l'histoire, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour ce que j'ai envie de raconter ou ce que j'ai l'impression d'avoir envie de raconter? Mais peu importe la façon dont on écrit le premier jet, il y a un premier jet, et ensuite on commence à écrire pour de vrai, c'est-à-dire qu'on se relit, et là on a envie de se flinguer, parce que c'est tellement pourri, et puis il y a des petits morceaux, ah oui ça c'est bien. Et là commence le véritable travail, c'est au pied de la réécriture qu'on connaît l'écriveron.